Bonjour et bon après-midi à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Anne-Sophie, est-ce que toi tu m'entends? Ah, si, je vois que le captioning a démarré. Donc voilà, je m'appelle Angélique Hardy et je suis la coordinatrice d'IDDC, qui est International Disability Development Consortium, qui est l'un des partenaires du projet Bridging the Gap. Avant de commencer, je voulais juste vous informer que nous avons un captioning en direct et vous trouvez le lien vers ce captioning dans la chatbox. Voilà. Bridging the Gap est une initiative financée par l'Union européenne. Elle est coordonnée par la FIAP, la Fondation ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques. Ce projet se fait également en partenariat avec 3 agences européennes pour la coopération au développement. Il s'agit des agences espagnoles, italiennes et autrichiennes, ainsi que 2 ONG internationales, le European Disability Forum, EDF, et IDDC que je représente. Quelques mots sur IDDC avant de commencer. Nous sommes un consortium international regroupant 32 ONG, dont des organisations de personnes porteuses de handicap. Notre mission est d'encourager le développement inclusif au niveau international, en mettant en particulier l'accent sur la promotion de la jouissance pleine et effective des droits humains pour toutes les personnes porteuses de handicap vivant au sein de communautés économiquement défavorisées. Revenons à Bridging the Gap 2. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination des personnes handicapées à travers des institutions et des politiques plus inclusives et responsables. Le projet dispose d'une ample stratégie de gestion des connaissances et dans le cadre de cette stratégie, le projet organise un cycle de formation en ligne qui explore progressivement les divers aspects traités par le projet. Ce cycle vise à développer le concept de transversalité du handicap dans le domaine du développement, ainsi qu'à définir une approche homogène aux secteurs intéressés par le projet. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Bridging the Gap 2. Toutes les sessions sont organisées de manière interactive, reproductive et partageable. Chaque formation est conduite en anglais, espagnol et français, en sessions séparées, et aujourd'hui vous êtes pour la session en français. La première session de ce cycle de formation était une introduction à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. La deuxième session portait sur les objectifs de développement durable. Le webinaire numéro 3 se focalisait sur la question du développement inclusif des personnes porteuses de handicap et la quatrième session, quant à elle, abordait la gestion du cycle de projet inclusif et accessible. Pour ceux qui auraient manqué l'une ou l'autre de ces sessions, vous pouvez les retrouver sur le site web du projet ainsi que sur ses réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter et YouTube. Tous les liens seront mis dans la chatbox. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la 5e session intitulée Communication inclusive et accessible. En 2003, le Collège royal des thérapeutes du langage et de l'orthophonie définissait la communication inclusive comme une approche qui vise à créer un environnement de communication positif et efficace, utilisant tous les moyens de communication disponibles pour comprendre et être compris. Cette communication inclusive profite à tous les publics en rendant les informations claires, directes et faciles à comprendre. Cette approche prend en compte les obstacles à l'accès à l'information et offre des possibilités de retour d'information. Pour que la communication inclusive et accessible soit efficace, il est important de fournir des informations claires et concises destinées à un public déterminé afin de garantir à tous les utilisateurs un accès égal à l'information. Bien que le véhicule pour ces informations puisse changer, le message reste le même. La Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées prévoit des protections spécifiques aux droits de l'homme des personnes handicapées, y compris l'accessibilité de l'information et de la communication. La Convention stipule que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur accès possible à l'information, sans discrimination fondée sur le handicap.
L'article 9 de la Convention prévoit l'égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication et l'obligation d'identifier et d'éliminer les obstacles. Récemment, les communautés en ligne sont devenues un important moyen d'interaction sociale et de participation communautaire. Pour éviter d'être source d'exclusion sociale, elles doivent donc garantir des normes de communication accessibles et inclusives. Des normes d'accessibilité ont certes été élaborées pour rendre les sites web plus inclusifs pour les utilisateurs porteurs de handicap. Cependant, de tels efforts n'ont pas été consacrés aux normes d'accessibilité dans le cadre des communautés en ligne, principalement axées sur la communication, comme les médias sociaux par exemple. Le webinaire d'aujourd'hui veut donc sensibiliser les participants à l'importance de la prise en compte du handicap dans la communication et des obstacles existants auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Il présentera des astuces techniques et autres bonnes pratiques pour rendre les communications accessibles, un guide pratique pour la création de documents accessibles, des présentations et des éditions web, mais également les dernières technologies d'assistance et formats de remplacement facilitant l'accessibilité. Pour nous aider à explorer ce sujet extrêmement important, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Anne-Sophie Trujillo-Gaucher. Anne-Sophie est active auprès des personnes vulnérables depuis ses premiers engagements professionnels. De formation juridique, euh, de formation juridique. Elle a obtenu son diplôme, son master en droit international humanitaire à l'université de Bochum en Allemagne. Depuis, elle a travaillé avec plusieurs organisations non gouvernementales soutenant les droits des détenus, des réfugiés et des personnes touchées par les guerres et les conflits, ainsi que les droits et accès aux services des personnes handicapées. Anne-Sophie a développé un spectre holistique de compétences dans le secteur de la coopération, allant de la gestion au développement stratégique et à l'analyse financière. Sa coopération avec Humanity and Inclusion, anciennement connue sous le nom de Handicap International, où elle était directrice de pays dans plusieurs contextes, lui a permis de développer une solide expertise multidisciplinaire dans le domaine du handicap. Elle a dirigé et géré plusieurs processus d'examen stratégique dans le domaine du handicap, impliquant des personnes handicapées, des prestataires de services et des représentants de donateurs et d'États. Après avoir passé plus de 10 ans dans plusieurs domaines humanitaires, au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest, elle travaille désormais en tant que consultante indépendante, réalisant des missions à court terme, une assistance technique spécialisée et des consultations pour les ONG. Avant de commencer, je rappelle juste quelques conseils techniques. Le webinaire est sous-titré en direct et le lien pour suivre ces sous-titres se trouve dans la chatbox. Maintenant, je donne la parole à Anne-Sophie et merci encore de votre participation à tous. Eh bien, bonjour à tous. Merci Angélique pour ces mots introductifs. Et je suis ravie de me retrouver parmi vous, virtuellement en tout cas, sur ce webinaire qui va avoir trait à la communication inclusive et accessible. Et je reprendrai pas les mots introductifs d'Angélique pour enchaîner le plus rapidement possible sur la présentation et puis se laisser le temps d'avoir un moment spécifique pour des questions-réponses et pour des partages de bonnes pratiques sur des choses, des éléments, des activités que vous aurez pu avoir et qui seraient intéressantes de partager. Je vous avertis simplement que je suis branchée sur mon téléphone portable et que du coup, n'ayant pas accès à la chatbox, Angélique fera le relais pour les questions et pour me lire tout ça et que je puisse vous répondre en temps. Donc, n'hésitez pas à interagir, mais soyez bien informés qu'Angélique fera le bridge, le pont entre nous. Du coup, on va se prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense plutôt trois quarts d'heure, pour commencer pour vous poser un petit peu le sujet et pour vous inscrire un petit peu les principes en tête ou les premières choses à savoir et laisser un peu ensuite le temps à ces questions-réponses et à ces partages entre nous.
Bien entendu, vous aurez accès plus tard à cette présentation et je ferai comme j'ai déjà pu faire pour d'autres, pour le précédent webinaire que j'ai eu la chance de pouvoir animer avec Bridging the Gap, de vous mettre à disposition un petit livret qui reprendra cette présentation et qui vous permettra aussi d'accéder à un certain nombre de ressources sur Internet pour que vous creusiez un petit peu les choses que je vais forcément faire que glisser dessus, en tout cas pas pouvoir creuser parce que le temps va nous manquer et que ça nécessiterait pour le coup des interventions bien plus longues. Alors, je vais reposer un petit peu les choses dès le départ en se demandant pourquoi on parle de communication inclusive et accessible, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les principes de base que ça implique. Et ensuite, on verra avec différents exemples les différentes applications de ces principes et de cette mise en œuvre d'une communication inclusive et accessible. Et on le verra tant pour la production de l'information que pour nos réunions ou nos événements, avec différents trucs, enfin différentes astuces ou différentes choses à penser, un peu des listes de vérification comme ça pour voir ensemble comment on fait pour rendre nos communications, nos documents, nos sites internet, nos réseaux sociaux accessibles à tous. Donc n'hésitez pas à intervenir sur votre chatbox et à poser des questions pour simplifier, si c'est OK avec vous et avec excusez-moi, et avec notre correspondante, on va pouvoir plus travailler sur des questions plutôt en fin de parcours. Comme ça, Angélique aura la possibilité de les regrouper par thématique. Donc, on va commencer à se demander pourquoi on traite de cette question-là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on y consacre une session qui est assez importante pour pouvoir commencer à mettre en œuvre un petit peu ce que on porte beaucoup dans la thématique et dans le monde du handicap et de la différence, j'allais dire, au plus grand large. C'est ce qu'en fait, cette communication inclusive, elle vise à ce qu'on casse les barrières de l'exclusion et qu'on arrive à atteindre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Je ne reviendrai pas sur cette convention. Je pense que tous les interlocuteurs que vous êtes connaissent cette convention. Et mettre en œuvre une communication inclusive et accessible, c'est vraiment mettre en œuvre nos droits, c'est rendre nos droits réels et c'est participer à l'avènement de la société inclusive où chacun d'entre nous, avec nos différences, avec nos différentes manières d'être, nos différentes manières de penser, nos différentes manières de parler, nos différentes manières de comprendre, et ben que tous ensemble on puisse vivre au sein d'une même société. Donc on se place vraiment dans une position de droit et non pas dans une approche charitable de se dire que on va laisser à chacun le droit, la possibilité de s'exprimer. C'est vraiment une question de si on veut pouvoir être tous ensemble au sein de cette société, eh ben c'est une question de droit et la convention enfin les rédacteurs de la convention ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont accordé une place importante à ces principes. On les retrouve dans les principes généraux et puis on les retrouve aussi dans deux articles importants de la Convention, l'article 9 et l'article 21. Alors, l'article 9 va nous parler plus de l'accessibilité et je vous laisserai le soin de faire un retour à cet article-là qui va vraiment poser que le fait que les États parties, puisque la Convention, elle pose vraiment des obligations envers les États parties, que les États parties prennent des mesures appropriées pour pouvoir identifier et puis répondre aux barrières et aux obstacles liés à l'accessibilité. Et l'article 9 va poser dans son alinéa, enfin va faire
strictement mention en alinéa B aux services d'information, de communication, notamment aux services électroniques et aux services d'urgence. Donc, en mettant cette obligation pour les États à répondre à ces besoins d'information. L'alinéa 2, G et H de l'article 9 sur l'accessibilité va aussi nous mettre les États parties devant l'obligation de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l'accès aux personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information, de la communication, y compris Internet, et de promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal. Alors, le deuxième article qui va faire qui mentionne cette participation, enfin cette importance de la communication inclusive et accessible, c'est l'article 21 qui a trait à la liberté d'expression et d'opinion et à l'accès à l'information. L'article 21, il a plusieurs importantes mentions, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça va être son alinéa C et son alinéa D qui vont mettre les instances privées, notamment, aussi devant une obligation par le biais d'Internet, mais par le biais de tous les autres services à la disposition du public en général, mais de fournir des informations, des services sous une forme accessible aux personnes handicapées, de manière à ce que celles-ci puissent les utiliser. Cet article, il est aussi important parce que dans son dernier alinéa, l'alinéa D, il encourage, je voulais vous le lire, donc l'alinéa D dit il faut encourager les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être important sur le terrain. Vous êtes certainement de plein de pays différents et actifs dans la solidarité internationale. Et pour rendre ces droits vivants, il faut aussi savoir les mettre en œuvre auprès des différentes parties prenantes sur un territoire, et notamment les médias. Et souvent, on peut avoir une activité qui va viser à les interpeller sur la base de cet article-là, 21 alinéa D, pour leur dire vous êtes aussi partie prenante à la mise en œuvre de la Convention, et dans vos communications télévisuelles ou journalistiques ou vos revues de presse, etc., vous devez faire en sorte, dans votre site Internet, faire en sorte que celui-ci soit accessible. Donc, c'est vraiment utile de pouvoir faire un rappel à ces articles-là parce qu'ils vont vous donner les moyens de rappeler aux différentes parties prenantes, les États, les acteurs privés, à mettre en œuvre la Convention et à la mettre en action. Je relaisse pas plus sur le contenu de la Convention, mais c'est important de se dire que on trouve à chaque fois dans cette Convention les éléments pour mettre nos droits en action et pour permettre à ce que ça reste pas simplement un papier qui est signé par les États pour se donner une bonne image à l'international, mais c'est aussi quelque chose que nous, en tant qu'acteurs humanitaires ou acteurs de développement, on peut appeler à notre rescousse pour l'obtention de la mise en œuvre d'une action particulière ou d'un droit particulier. Donc, n'hésitez pas à en user et en abuser. Les droits ne se servent que quand ils sont utilisés. Alors, quels sont nos moyens de communication importants, enfin usuels? Il y a certains, je vous ai listé là tout un type de moyens de communication. Ça va de la parole au langage des signes, à l'écriture, au langage corporel. Tous ces éléments-là que je vous ai un petit peu, que vous voyez sur votre écran, et que je ne vais pas relire, mais tous ces éléments-là sont des éléments qui font notre communication. Et donc, en listant ces éléments-là, je souhaitais, pour voir avec vous, mettre en exergue le fait que on ne parle pas simplement de la parole,
Mais il y a plein d'autres manières de communiquer et il y a plein d'autres, du coup, de vecteurs qui vont pouvoir nous permettre de travailler sur cette communication. On va pas simplement travailler sur le langage, on va pas travailler simplement sur une gestuelle, mais on va utiliser toute une panel de moyens pour pouvoir rendre notre communication accessible à tous et au plus grand nombre. Euh, on intervient là aujourd'hui dans le cadre du handicap et on sait qu'il y a certains facteurs qui vont pouvoir, qui vont affecter la communication et faire en sorte que tous ces moyens de communication que je vous ai listés là, eh ben, ils deviennent, ils vont être des barrières à la compréhension et à l'échange entre deux personnes. Euh, ces facteurs, ça peut être des problèmes d'ouïe, des problèmes de mobilité, des problèmes cognitifs, des problèmes de langage, ou bien une accumulation de ces déficiences et donc des déficiences multiples. Sur l'ouïe, très clairement, une déficience auditive va faire en sorte que la parole va être plus compliquée à être entendue, voire pas du tout entendue. Pour la mobilité, on va avoir certaines déficiences qui vont entraîner des limitations fonctionnelles. Je pense par exemple à la paralysie cérébrale ou sclérose en plaques, où là, certaines personnes vont pouvoir avoir vont parfois être en phase de difficulté à bouger des muscles pour parler, à utiliser une gestuelle pour s'exprimer, à tourner les pages d'un livre, à écrire, etc. Sur les déficiences cognitives, on va avoir une déficience intellectuelle, des troubles neurologiques, des troubles pour apprendre, pour se souvenir, pour comprendre, et du coup, ça va rendre une communication difficile avec d'autres personnes. Sur le langage, on peut avoir certaines personnes qui vont avoir des difficultés à parler, à lire, à écrire, euh, et du coup, voilà, des accidents vasculaires cérébraux vont entraîner des difficultés, soit à s'exprimer, soit à se faire, à comprendre les autres. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que en fonction des facteurs qui vont affecter la communication, on va avoir différents moyens d'agir pour faire tomber les barrières à la communication et à l'expression. Les principes de base de la communication inclusive et accessible, ça va passer par le fait de justement dépasser ces barrières. On a l'habitude dans le secteur du handicap de classer, de mettre en vue trois types de barrières auxquelles les personnes handicapées font souvent face. Des barrières comportementales, la première, ça va être tout ce qui va avoir trait à l'attitude et tout ce qui va faire en sorte que des attitudes négatives, de la discrimination, ou bien alors au contraire de la surprotection, tout ça va entraîner des perceptions difficiles du handicap. Donc tout ça, ça va être toutes les barrières sur lesquelles on va devoir se batailler pour faire tomber la compréhension, les facteurs erronés du handicap. Il va y avoir des barrières environnementales, c'est souvent la deuxième type de barrière, où là on fait appel, ça va regrouper sous ce terme-là, on regroupe toutes les barrières liées à l'accessibilité physique d'un bâtiment, mais aussi à l'accessibilité à l'information et à la communication, ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis on a un troisième type de barrières qui sont des barrières institutionnelles, qui en fait sont les lois, les politiques, les procédures et même nos procédures, je dis nos, mais les procédures internes à chaque organisation humanitaire ou organisation de développement ou d'appui à la mise en place de politiques de développement. Donc ces barrières institutionnelles peuvent aussi entraîner des discriminations volontaires ou involontaires de certains groupes. Vous pouvez avoir accès à des petits explicatifs sur ces trois types de barrières dans un ouvrage, enfin un guide que j'aimerais bien pouvoir, je vous enverrai aussi dans le lien, je vous ai mis le lien là sur la présentation, mais je vous enverrai aussi le lien
visuel, qui sont les normes d'inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, qui a été publié en 2018 par un consortium qui s'appelle ADCAP, qui est Age and Disability Consortium. Et Alors, il semble que nous avons un problème de son avec Anne-Sophie. On va régler ça tout de suite. 2 petites minutes. Je reviens tout de suite. Voilà, on est en train de voir ce qu'il se passe. Comme vous le savez, Anne-Sophie nous parle depuis son téléphone portable, donc c'est sans doute ça qui a causé un petit problème. D'où aussi le fait que l'écran que vous voyez change, puisque c'est l'écran de son téléphone. Voilà, merci pour votre patience. Si jamais vous avez déjà quelques questions, n'hésitez pas à les écrire dans la chat box. Voilà, comme ça, dès qu'on arrivera au moment des questions, elles seront déjà affichées. Voilà, alors, il semblerait que la connexion soit perdue. Pourtant, j'arrive toujours à communiquer avec Anne-Sophie via Skype, donc ça vient sans doute de la session GoToWebinar. Ce que je propose, c'est que je vais éteindre la session et la relancer. Ça devrait, je l'espère, résoudre le problème. Donc, on revient vers vous dans tout de suite, là, dans 1 ou 2 minutes. allô, allô? Ah non, ça y est, on vient de récupérer le son. Ah, Anne-Sophie, tu m'entends? oui, très bien, ça y est. Voilà, eh bien, je te redonne la parole. Ah bah désolée. Vous m'entendez? C'est bon? Allô? Oui, oui, moi je t'entends, donc normalement tout le monde peut t'entendre. Ok, d'accord, très bien. Voilà, je Bah, te laisse la écoutez, parole. excusez-nous pour cet problème technique. Donc on revient. Donc je vous disais qu'il y avait donc le principe enfin la nécessité de donc pour accéder à une communication inclusive et accessible, donc dépasser les barrières de la communication, et on va voir un petit peu quelles sont ces différentes barrières à la communication. Un autre principe à penser, c'est penser que la communication, c'est pas simplement se faire comprendre, mais c'est aussi être compris. Alors, en fait, et là vous avez ce petit dessin que je vous ai mis sur la présentation, avec cette importance qu'il y a à vraiment essayer
de pensée double sens, j'appelle ça. Hein. C'est pas forcément très bien rédigé, mais l'idée c'est vraiment de se dire, à la fois il y a l'information que moi je souhaite faire passer à une personne, et donc du coup une personne qui du fait de certaines difficultés et cette certaine déficience peut avoir des difficultés à entendre ou à comprendre. Et de l'autre côté, j'ai moi, qu'est-ce que je fais en tant que personne pour pouvoir accéder à l'information que cette personne souhaite me faire passer. Et donc, je pense que c'est important de toujours garder ça en tête. Et c'est vraiment des choses assez de bon sens, mais qui sont quand même importante de se rappeler, de pas simplement avoir un regard autocentré sur ce que l'on délivre, mais d'être en permanence aussi à l'écoute de l'autre, et du coup d'être dans une position positive et dans une position ouverte par rapport à ce que l'autre personne est en train d'essayer de me faire parvenir comme information. Et voilà, on oublie toujours un peu, on parle toujours plus, on pense toujours plus à ce qu'il faut que je fasse pour être compris des autres. Et il faut aussi garder en tête le deuxième aspect. Un des principes de base, et on revient au bon sens un petit peu auquel je venais juste de vous faire parler, c'est l'adoption d'un langage respectueux pour tous. Et c'est vraiment des remarques qui vont au-delà du handicap. Je vous ai mis là quelques éléments qui montrent que le langage est porteur de nos valeurs. On a tous un prénom, on a tous un nom. Et la première des choses, c'est peut-être ça, c'est quand on est en discussion avec une personne en situation de handicap, avec une personne âgée, avec une personne dont on parle pas forcément la même langue, et ben essayer d'attraper son nom et pouvoir parler à la personne, je veux dire tout à fait ouvertement en l'appelant par son nom, plutôt que d'aller chercher d'abord quelque chose qui caractérise cette personne. Mettons en avant la personne et ne confondons pas la personne avec la déficience. Par exemple, je vous ai mis, on parle d'une personne épileptique et non pas d'un épileptique. Et ben, il y a plein de choses comme ça. On va éviter les termes euh, euh, un handicapé. Handicapé, c'est un adjectif, c'est pas un nom. Donc on va dire une personne handicapée. On va essayer d'aller voir. Enfin, on s'accroche pas à la déficience. Vous connaissez les différences entre déficience, incapacité et handicap. On va vraiment aller chercher des éléments de langage où c'est la personne qui est mise en avant. C'est pas simplement juste de la. On parle souvent, oh, c'est politiquement correct de dire personne handicapée au lieu d'handicapé. Non, c'est pas simplement politiquement correct. C'est vraiment ça reflète les valeurs que l'on souhaite faire passer dans notre discours. La terminologie, elle a évolué beaucoup avec le temps et avec les changements de paradigme du handicap. C'est pas l'objet de cette présentation, mais je souhaitais aussi mettre ça en parallèle aujourd'hui. La convention, elle a fait faire beaucoup de progrès pour que l'approche sociale du handicap soit vraiment aujourd'hui reconnue internationalement. Et on a ce souci tout le temps à tenir, de faire en sorte que dans la manière dont on a de se positionner et de parler, on est voilà, c'est le pouvoir de nos mots en fait. Hein, c'est le pouvoir de nos mots qui est porteur de nos valeurs. Donc, on va essayer de ne pas qualifier une personne handicapée comme quelqu'un de très courageux ou très édifiant ou très brave, comme quelqu'un qui est un héros. Non, c'est une personne comme nous tous. On est tous des personnes d'abord. Parmi nous, il y a des héros, il y a des pas héros, il y a des courageux et des moins courageux. Donc, on va éviter d'employer comme ça un vocabulaire féministes qui me mettent en avant des caractéristiques d'une personne qui sont pas utilisées dans un autre cadre. On va aussi éviter d'employer des mots qui suscitent la gêne, la culpabilité, la pitié.
on avait avant, on parlait beaucoup de voilà, on mettait en avant la souffrance, les personnes souffrant de non, on dit une personne handicapée, une personne ayant une déficience intellectuelle, etc., mais pas souffrant de quelque chose. On parle pas de gens malades. Hein, on est tous malades de quelque chose parfois, mais pas forcément dans un état permanent. Donc voilà, important d'éviter aussi les acronymes euh, dans nos documents. Je vois souvent PHS, personnes en situation de handicap, PSH pardon, ou alors PWD en anglais. Non, utilisons, c'est pas plus long, pas bien plus long d'écrire personne handicapée ou personne en situation de handicap. Et donc, n'hésitons pas à bannir ces acronymes et ce jargon professionnalisant. Donc voilà, tous ces les éléments de langage, euh, ils valent pour n'importe qui et pour n'importe quand. Hein, c'est vraiment, on est là au cœur des droits hein, de l'homme et du respect de la personne. Alors, quel sigle visuellement, on a parlé là, je vous ai parlé du langage oral, maintenant le langage visuel. Il y a des différentes normes et différents sigles qui existent. On va préférer utiliser des sigles qui montrent une action plutôt que passif. Alors j'ai délibérément transformé le petit sigle que vous voyez à gauche sur la déficience motrice par un sigle alternatif qui existe de plus en plus maintenant, qui montre une personne en chaise mais qui a une, une attitude positive de pousser, enfin d'action et non pas qui est passif assise dans sa chaise en attendant. Quand on parle de représentation, ça passe aussi par ça. Hein. L'objectif, c'est de porter de manière visible nos principes d'inclusion, de participation de la personne, d'une personne en termes d'acteur de sa vie et pas bénéficiaire d'un service. Donc c'est important que ça se traduise aussi dans les sigles qu'on emploie. Euh, marquer je vous ai mis aussi le petit sigle d'une personne qui fait une présentation en chaise, parce que c'est des choses qu'on peut utiliser dans nos travaux sur le terrain, pour à chaque fois permettre l'identification rapide visuelle d'une situation. Sur l'image, je voudrais en profiter pour pouvoir dire aussi que c'est important d'imager, de mettre en visibilité une personne en situation de handicap, pas simplement dans des publications qui parlent de handicap, mais aussi dans des publications générales. Et inclure la personne handicapée dans un panel de personnes quand elles sont représentées, c'est important parce que c'est 15% de la population mondiale et de n'importe quelle population qui est en situation de handicap. Donc les rendre visibles dans nos publications, c'est aussi leur reconnaître leur existence dans la société. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre ces logos, vous les retrouverez aussi sur Internet assez facilement. Du coup, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu ces grands principes, on va passer sur les applications. Comment on fait comment on met en œuvre une communication inclusive et une communication accessible, à quelle occasion on les fait. Donc du coup, je vais passer en revue plusieurs types de besoins, plusieurs types pardon de création, enfin de diffusion d'informations et on va aussi discuter des différents types de déficiences et de comment on accompagne notre communication en fonction de ces différents publics. Une communication accessible et elle va se traduire dans un premier temps pour tout ce qui va concerner la diffusion de nos informations.
Donc pour la diffusion de nos informations, il faut qu'on garde en tête, pour avoir une communication inclusive et accessible, mais qu'on va parler à différents types de personnes ayant des différents types de déficiences. Et donc pour dépasser les barrières de communication dont on parlait tout à l'heure, eh ben, il va falloir utiliser plusieurs moyens pour que toutes les personnes qui ont des besoins différents puissent avoir accès à votre information. Pour cela, il va falloir apprendre à identifier les besoins spécifiques de telle ou telle personne en fonction de leur déficience. Quand je dis plusieurs types de formats de communication, ça va être à la fois de l'écrit, de l'oral, de la vidéo, et toutes ces manières, toutes ces multiples manières pour une même information. Si on s'assure de les diffuser de ces différentes manières, ben on est à peu près assuré de pouvoir avoir répondu à tous les besoins spécifiques selon les déficiences des personnes. Si on se limite à un vecteur de communication, d'information, en utilisant soit que du message écrit, par exemple, ben on va passer à côté de la possibilité d'informer d'autres personnes. Par exemple, quand on intervient dans le domaine de la solidarité internationale, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez agissent dans ce domaine-là, récemment sur le terrain, j'ai vu des mécanismes de complainte et des mécanismes de complainte pour rapporter un abus ou quelque chose qui ne sont pas rendus accessibles à tout le monde. Donner la possibilité aux personnes de rapporter un abus, que ce soit sur des violences sexuelles ou d'autres types de complaintes sur des services qui sont rendus par les acteurs humanitaires ou les acteurs de développement. Si on le fait simplement par l'écrit, par le biais d'une boîte à recommandations dans un centre de santé ou ailleurs, et ben tous ceux qui n'ont pas la capacité d'aller pouvoir poster leur message écrit dans cette boîte, et ben ils n'auront pas accès, ils pourront pas avoir accès à ce mécanisme de complainte. Donc là, prévoyons plusieurs moyens, différents formats de communication pour dire il existe un moyen pour vous pour avoir accès à nos services de complainte. Faisons aussi par des messages vidéo, par des textos, par des petites capsules audio qui passent régulièrement sur les différents radios locales. Ça permettra à toutes les personnes de pouvoir y accéder. Alors quand je parle de toutes les personnes, c'est vraiment du coup pour nous acteurs d'avoir en tête les différents besoins des personnes en fonction des incapacités ou des déficiences auxquelles elles vont faire face. Je vais rapidement vous passer en revue les différents types, les grandes familles de types de déficiences qui peuvent exister, et que du coup on puisse avoir en tête les mesures particulières pour dépasser les barrières de communication. Donc, par exemple, pour les personnes en déficience visuelle, l'important de notre communication écrite, ça va être l'utilisation d'une grande police de caractères, de caractères sans sérif. Donc, sans sérif, ça veut dire ce que j'utilise là pour faire la présentation aujourd'hui. On va éviter des polices de caractères qui soient trop pleines d'enluminure, de détails de caractères qui permettent pas une lecture facile. Donc vous pouvez sur Word ou sur votre logiciel choisir des polices de caractères sans sérif, et elles sont vraiment à, à choisir pour faciliter la lecture. Ensuite, pour des personnes totalement aveugles, et ben le braille est effectivement une méthode de communication qui va remplacer l'écrit classique. Les logiciels de lecture, alors là vous avez plusieurs logiciels qui existent qui permettent l'accès à l'informatique et pouvoir lire les écrans.
Je vous cite Jawaz, mais il y en a d'autres. Et puis, on va aussi utiliser pour permettre la lecture des images pour une personne malvoyante ou non-voyante, des descriptions avec à chaque fois sur les images, quand on va passer notre souris ou quand la vidéo va se mettre en marche, des descriptions audio qui permettent la compréhension du contenu de la vidéo. Donc ça, ce sont en partie des moyens. Vous trouverez dans le guide de IDDC qui est transmis avec cette présentation, vous trouverez bien plus de renseignements encore. Pour les personnes ayant des déficiences auditives, on va là aussi, pardon, on va là aussi trouver des moyens de dépasser les barrières de communication. Ça va être l'utilisation du langage de signes pendant des réunions ou bien des encarts fenêtres dans les vidéos. Vous avez certainement déjà vu ça. Malheureusement, ça n'est pas le cas pour cette présentation, mais vous avez certainement les sous-titres, comme Angélique vous l'a fait remarquer. Et donc, nous, il faut qu'on pousse à la mise en œuvre de ces sous-titres pour les informations à la télévision, pour les vidéos qu'on peut produire dans le cadre de nos activités, de bien penser à prévoir ces sous-titres et encore une fois de pas mettre des sous-titres trop compliqués, mais de faire des messages écrits simples, de simplifier les écritures et de permettre comme ça d'avoir accès au contenu dès le départ, enfin au contenu principal dès la première vision. Les images vont effectivement aussi permettre aux personnes en déficience auditive de pouvoir accéder à l'information, donc traduire des longs textes par de l'image et par de l'accès en lecture facile. Pour les personnes avec des troubles de langage, ce sont des personnes qui peuvent s'exprimer seules, si besoin avec des aides techniques. Je vous ai mis la photo là de Stephen Hawking qui parlait avec un logiciel d'aide à la compréhension, mais aussi avec les yeux aussi. À la fin de sa vie, il a eu tout un système pour permettre la lecture, l'écriture avec des yeux, pardon. Il faut qu'on adopte aussi une position de patience et d'attention en étant aussi très honnête dans la compréhension qu'on peut avoir de ce que nous dit et communique la personne. Il vaut mieux dire qu'on n'a pas compris et faire répéter plutôt que de faire croire qu'on a compris et passer à autre chose. On est là vraiment dans le respect de la personne dont je parlais tout à l'heure et c'est une position importante qu'il faut que nous on prenne pour être aussi en adéquation avec les valeurs que l'on porte d'acceptation de la différence. N'hésitons pas à utiliser d'autres vecteurs de communication si besoin, où on peut du coup voilà, aller essayer de chercher d'autres moyens de communiquer et d'autres moyens de pouvoir comprendre la personne. Passons plus de temps, c'est-à-dire que soyons au courant que si dans nos relations avec des personnes qui ont des troubles du langage, il faut prévoir le double de temps dans votre réunion, permettre voilà, permettre à la personne de prendre le temps de t'exprimer, de pas la mettre dans un stress pour pouvoir continuer à s'exprimer. Le body language, comme on dit, peut être aussi important, hein, le langage corporel. Utilisons des gestes, par exemple, pour faciliter le fait de savoir si on a compris, si on peut passer à autre chose. Et puis, utilisons l'écrit si vraiment on n'arrive pas à communiquer à l'oral ensemble. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, l'utilisation d'une écriture simplifiée, faire des phrases courtes, être capable vraiment de pouvoir s'exprimer facilement, simplement, penser à tout ce qui est écriture facile à lire,
Il y a vraiment des très chouettes outils. J'en partage un avec vous à la fin de cette présentation sur la convention, justement. Il y a des travaux qui ont été faits, enfin des matériaux qui ont été réalisés par des organisations internationales et des organisations humanitaires sur la convention facile à lire ou pour les enfants. UNICEF a fait la convention. Ça vous donnera des exemples pour illustrer vos propos et pour pouvoir traduire des contenus informatifs de manière à ce qu'ils puissent être compris par des personnes ayant des déficiences intellectuelles, mais aussi par des personnes ayant un niveau enfin l'alphabétisation parfois dans certains pays et dans les zones rurales est compliquée, où il y a plein de langues différentes qui sont utilisées en fonction des territoires. Là encore, l'écriture facile ou les images peuvent permettre de passer ces barrières. Ensuite, on passe maintenant à la production de l'information. Là, on a vu, on était plus en lien avec la diffusion, comment diffuser notre information. On s'attache maintenant avec cette diapositive à parler de la production de nos informations. Cette diapo, elle aurait pu faire l'objectif de, enfin, elle aurait pu faire 5 ou 6 ou 7 ou 8 diapos et tenir pendant 1 heure et demie. Je vais vraiment vous donner là les éléments basiques auxquels penser, mais je vais surtout vous permettre à la fin de cette présentation, vous donner des liens vers des écrits, et puis vous avez les guidelines de Bridging the Gap qui existent et qui vous donnent vraiment des détails plus précis que ce que je veux vous donner maintenant par manque de temps. Sur nos documents informatiques pour la production de nos informations, il est important d'utiliser la fonction des titres. Vous savez, sous Word, vous pouvez choisir de mettre titre 1, titre 2, titre 3 à vos têtes de chapitre. C'est important d'utiliser ça parce que ça va permettre justement à des logiciels de lecture de pouvoir permettre de signifier à la personne qui lira avec ces logiciels de savoir qu'elle est sur un titre et qu'elle est à tel niveau de hiérarchie du document. Donc, hiérarchiser l'information dans ces documents, faire un plan, c'est important. Et j'allais dire, c'est même important pour nous tous, quelles que soient nos déficiences et nos handicaps. Ça nous permet, c'est ce qu'on apprend assez rapidement à l'école, faire un bon plan, hiérarchiser l'information et après, sur le document interne informatique, utiliser la fonction titre pour la mise en page. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, pensez à une police de caractères au minimum de 12. Limiter les italiques. Encore une fois, choisir des polices de caractères sans sérif. Donc, on limite l'enluminure, on va directement au fait. On met des phrases courtes, des phrases qui permettent à l'interlocuteur, on utilise un jargon limité pour pouvoir permettre à n'importe quel interlocuteur de nous comprendre. Voilà, ce sont des règles un petit peu basiques, mais à la fois qui font que votre communication, que votre information, pardon, elle sera lisible par tous et entendable par tous. Un élément important dans nos documents Word ou autres, mais pareil pour nos PDF ou nos présentations, chaque fois qu'il y a une image, on a l'option en cliquant avec le clic de droite de votre souris d'ajouter du texte alternatif. Le texte alternatif, c'est une fonction très très importante qui permet à ce que l'image soit entre guillemets lisible par ces logiciels justement de lecture, puisque à la place de l'image va apparaître et s'il y a un lecteur automatique, le lecteur va lire ce texte et donc va permettre un descriptif de l'image. Pensez à ne pas mettre trop de descriptifs trop longs. C'est vraiment une habitude qu'on prend et qu'il faut qu'on travaille au fur et à mesure. On n'y arrive pas du premier coup, mais on apprend tous. Ça fait des années que je travaille sur ces questions-là et toujours on
on apprend, et notamment grâce au retour des personnes avec qui on travaille en leur demandant leur point de vue sur comment on a trouvé la lecture de ce document. On a souvent des retours très intéressants. Et donc, faire des phrases courtes et au lieu de dire dans le texte alternatif, cette image montre un enfant en train de boire du lait, on n'a pas obligé de mettre cette image montre, donc on va mettre enfant buvant du lait. C'est plus rapide, ça permet tout de suite à la personne de comprendre et on peut passer à autre chose. Vous avez la possibilité sur les ordinateurs, la plupart des logiciels, que ce soit Word, PowerPoint ou bien tous les autres logiciels que vous pouvez utiliser, pas forcément sous Windows, mais aussi avec d'autres softwares. Vous avez très souvent maintenant sur les dernières versions la possibilité de vérifier l'accessibilité de vos documents. Ça se trouve très souvent dans l'onglet quand vous faites fichier sur n'importe quel logiciel, fichier propriété. Vous pouvez vérifier l'accessibilité du document et là automatiquement on vous dira il manque du texte alternatif sur cette image, les titres ne sont pas bien sélectionnés, etc. Donc ça vous permet de faire une vérification au moment où vous produisez, une fois que vous avez produit votre document. Je voulais vous mentionner le fait de l'export, quand vous exportez un document au format PDF. Vous avez très souvent aussi l'optique de choisir un document qui va être accessible ou pas. Alors ça va dépendre de ce que vous utilisez comme logiciel, mais très souvent vous pouvez choisir, vous avez une option qui vous permet de dire PDF accessible. Et en fait, encore une fois, ça va permettre aux personnes qui utilisent Jawas ou qui utilisent d'autres logiciels de pouvoir avoir un PDF qui soit pas qu'une image, mais qui puisse permettre une lecture par un logiciel. Je vous mettrai, vous allez trouver dans les guides de Bridging the Gap, ainsi que dans le livret que je vous ferai parvenir, je mettrai quelques-uns des liens et des ressources que vous pouvez trouver en ligne, qui vous donneront des checklists comme ça, des listes de vérification pour vérifier que ce que vous avez produit est accessible. La liste, elle est encore plus importante pour les sites internet. Sur les sites internet, il y a vraiment, si vous produisez ou si vous faites produire par des prestataires externes, il est important de signifier dans vos termes de référence et dans la commande que vous faites de vérifier à l'accessibilité du site qui sera produit. Ça va passer par, encore une fois, une capacité à ce que le contenu soit rédigeable, soit lisible soit lisible par les logiciels. Ça va vous donner la possibilité sur le site de pouvoir augmenter la police, de changer le contraste. Donc c'est l'accessibilité, la e-accessibilité comme on dit, ou le web accessibilité, c'est vraiment promouvoir l'égalité de droit pour l'accès à l'ordinateur. Donc comment faire si on n'a pas de souris, comment si on a une déficience visuelle accéder au contenu internet, et là il y a vraiment des règles qui existent et vos prestataires internet doivent pouvoir les connaître et faire en sorte que sans être visité par une souris, sans que l'internaute ait une souris, les images puissent contenir des tels actifs, les tableaux être lus par un lecteur vocable, que le contenu des polices soit grossi ou réduit quand on passe dessus, passer
avec des polices plus grandes, varier les couleurs, les contrastes du site. Tout ça, c'est des sites qui, tant sur les tablettes, les smartphones, euh, sont des choses qui, lors du paramétrage, lors de la commande que vous faites de votre site internet, vous devez exiger ça. Il y a des guides qui existent, je vous enverrai les liens. Et vous pouvez, en tant que prestataire, faire vérifier, faire auditer le site par des prestataires spécialisés. Et plusieurs offres existent et qui permettent d'avoir un retour en fonction d'un certain nombre de labels. Il y a des labels qui existent en Europe, et donc du coup, ça vous permet de pouvoir accepter ou pas la livraison du site que vous pourrez avoir fait voilà, quand vous aurez fait prester la création d'un site internet pour un projet, voilà, à faire auditer le site avant d'accepter la commande par un prestataire spécialisé, ça vous permet de garantir l'accessibilité de votre site internet. Donc voilà, je vous donnerai des liens pour faire ça, mais ça existe, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on pense vraiment. Beaucoup de choses de nos services humanitaires et de développement passent par Internet maintenant, et les solutions, elles existent, et passer à côté, c'est vraiment dommage. La même chose sur les réseaux sociaux. Il y a différentes manières pour que sur Twitter, ou bien sur les Facebook, etc., on puisse rendre nos posts accessibles à tous. On va encore passer par, là encore, des descriptions des images, où vous avez la possibilité sur un post internet, d'un post Twitter par exemple, de sélectionner dans les paramètres l'accessibilité de votre poste, et du coup de pouvoir ajouter une description à l'image que vous allez rajouter à votre tweet. C'est la même chose sur Facebook. Alors Facebook, par exemple, eux, ils utilisent de manière automatique le texte alternatif. Alors en anglais, ça s'appelle alt text. Mais donc en français, le texte alternatif, il est inclus d'office sur Facebook. Par contre, il ne correspond pas toujours à la réalité de l'image. Donc il ne faut pas hésiter à aller vérifier et à éditer. Et ça, vous pouvez le trouver aussi sur le clic de droit, en cliquant sur la photo et en faisant alt text. Donc voilà, toutes ces choses aujourd'hui, elles existent. Sur YouTube aussi, vous pouvez rajouter un fichier qui va faire du sous-titrage. Donc vous aurez prévu votre sous-titrage à la vidéo et vous pouvez rajouter le fichier. Il faut vraiment penser à ça quand vous faites sous-traiter, ou quand vous faites réaliser par des professionnels, ces sites web, ou ce community management de vos activités ou de vos projets. Les solutions, elles existent, et c'est à nous de les exiger pour qu'elles puissent être mises en œuvre par ces personnes-là. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui est production d'informations, et on va passer à l'avant-dernier slide, diapositive, pour ce qui est des réunions et des événements. Parler de communication inclusive, c'est aussi parler de nos préparations à rendre nos événements, nos réunions inclusives à tous. Et ça se prépare. C'est pas simplement le jour J qu'on va faire en sorte que ça le soit, mais ça se prépare à l'avance et ça se budgète à l'avance. Il est vraiment important que lorsqu'on prévoit de faire une réunion, on ait réfléchi à l'accessibilité de la salle. Alors, je parle de l'accessibilité physique, et là, il faut aller vérifier si la salle qu'on réserve dans tel ou tel lieu, souvent, quand on est
sur des projets de développement, on va faire ça dans des salles, dans des hôtels, ben, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de barrière physique à l'entrée de l'hôtel, qu'on puisse y rentrer avec un fauteuil, qu'on puisse y rentrer, qu'on puisse être dirigé facilement s'il y a des ascenseurs à prendre. Je pense par exemple vérifier l'ouverture de la porte si ça s'ouvre assez, penser à du guidage tactile si c'est possible. Donc voilà, choisir votre salle avec soin et n'hésitez pas à demander aux participants s'il y a des besoins particuliers. Quand vous faites une confirmation, vous lancez votre invitation, demandez à ce que par retour d'invitation, les participants puissent vous avoir souligné leurs besoins particuliers que vous puissiez du coup avoir préparé. Et je pense notamment à un interprète en langage des signes. Si vous savez que des personnes vont devoir avoir besoin d'un signe, d'un signal, enfin d'une interprétation en langue des signes, ben, ça vous permettra d'avoir contracté à l'avance euh, votre interprète en langage des signes. Je le dis là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations de personnes en situation de handicap pour pouvoir avoir accès à ces informations, à savoir qui est en capacité de venir faire de l'interprétariat. Souvent, ils ont enfin, dans beaucoup de pays, ces associations ont des relais et peuvent informer. Le jour J, soyez là avant les invités pour préparer la signalétique, inscrire les petits signaux dont on a regardé avant en ayant imprimé ça à l'avance et pouvoir du coup flécher l'accès de votre salle en fonction. Installer votre salle, laisser des places à l'avant pour les personnes en fauteuil, pour les personnes ayant des difficultés à entendre aussi. Si elles sont placées en avant de la scène, en avant de la salle, c'est plus facile. Donc voilà, il y a tout un travail préalable qui est à faire et qui permet vraiment de s'assurer qu'au préalable, enfin avant que les personnes arrivent, que vous ayez balisé un petit peu les choses, travailler si c'est pas vous qui faites la présentation, travailler avec la personne qui va faire la présentation pour que vous ayez pu voir avec cette personne si vous pouvez récupérer une copie écrite ou électronique du contenu avant la préparation. Comme ça, vous pouvez la distribuer avant pour les personnes qui auraient besoin de plus de temps pour la comprendre ou de la faire traduire en langue particulière. Donc voilà, travaillez ça à l'avance et le jour J, préparez-vous à l'avance pour que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions. Et puis au moment de la réunion, au moment de la présentation, au moment de l'événement, décrivez vos présentations, parlez clairement avec un débit modéré, en faisant face à l'auditoire, et en vérifiant régulièrement auprès de l'auditoire si le contenu est compris. Encore une fois, enfin là, je voulais juste terminer sur le point de vue budgétaire, pour vous dire que tout ça peut être et doit être budgété en avant au moment où vous faites votre montage de projet. L'accessibilité, elle peut avoir un coût, et si elle est anticipée, elle coûte moins cher que quand elle est rajoutée les jours J. Donc, n'hésitez pas à rajouter dans vos projets tous les moyens nécessaires qu'il faut pour permettre cette accessibilité, cette communication inclusive et accessible. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, je vous donnerai. Il existe il existe pas mal de guides. Alors beaucoup plus en anglais qu'en français, mais j'en ai aussi en français, donc je les mettrai dans le livret que je vous donnerai ensuite. J'ai commencé ici à en lister quelques-uns. Beaucoup viennent de nos amis canadiens qui, pour le coup, du coup, ont une pratique inclusive franco-anglaise bien plus importante que dans d'autres pays, et donc qui produisent beaucoup d'informations en français.
en tout cas qui traduisent beaucoup des informations qu'ils ont en anglais en français aussi. Donc du coup, ils ont des guides qui sont très intéressants. J'en ai cité là quelques-uns, mais je vous en donnerai d'autres qui vous permettront voilà, de pouvoir s'assurer que la production de l'information que vous faites et la diffusion de l'information que vous faites puisse être audible et entendable par la plupart d'entre nous et pour toutes les populations auxquelles nos projets de développement international, nos projets de développement de société, de la solidarité internationale s'adressent. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'ai duré un peu plus de temps que j'avais prévu, mais voilà, je suis prête si vous avez des questions euh, si vous avez des questions maintenant ou si vous en avez déjà posé, Angélique va pouvoir me les retranscrire et puis je serai ravie de pouvoir répondre à certaines d'entre elles. S'il y en a trop, je me tiens à votre disposition par email. Je l'ai fait lors du dernier webinar, de pouvoir répondre à des questions ou des informations supplémentaires que j'aurais simplement balayées aujourd'hui sans avoir eu le temps de les traiter. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter par email. Il y a mon petit email là, je vous le remets, mais n'hésitez pas. Et puis, en avant pour les questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc nous allons effectivement maintenant commencer avec le débat. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. Nous en avons déjà reçu quelques-unes. Si vous en avez encore, vous pouvez les inscrire dans la chat box. Si vous le préférez, vous pouvez également lever la main virtuellement et je vous donnerai directement la parole. Si c'est plus facile pour vous que de poser les questions par écrit. N'hésitez pas non plus à partager vos propres expériences en termes de communication. Et sur ce point, je vais juste partager une expérience que j'ai personnellement lorsque je dois utiliser Twitter, qui a un nombre de caractères limité. Et la question que je me suis souvent posée et que du coup que je pose à Anne-Sophie maintenant, c'est normalement on ne doit jamais utiliser les acronymes, mais dans le cadre de Twitter, est-ce que vous avez des recommandations? Parce que effectivement, des fois, utiliser un acronyme, eh ben, ça permet de de sauvegarder pas mal de caractères. Ouais, alors c'est vrai que Twitter c'est une école, c'est vraiment un outil. Enfin, c'est le moyen, ça nous oblige à vraiment travailler beaucoup notre expression. Et du coup, très souvent les posts qu'on fait doivent être vraiment travaillés beaucoup pour pouvoir justement permettre de sauver quelques mots. Et alors par expérience. Euh, et on arrive très souvent, sans arriver à mettre des acronymes, on arrive à rogner des petits mots en faisant des phrases plus simples, sujet, verbe, complément, plutôt que d'utiliser un acronyme. Et puis après, j'allais dire, si vraiment ça tient pas et qu'on personne en situation de handicap, c'est vraiment trop long. Effectivement, personne handicapée, ce sera plus court. Et puis si ça tient pas encore, ben personne, au lieu de mettre personne, on va mettre PERS, point. Et donc on gagne un petit peu trois ou quatre caractères de plus. Ensuite, l'utilisation de hashtags peut aussi aider. Donc utiliser un hashtag handicap. Ça va on va tourner sa phrase d'une manière différente pour pouvoir utiliser cet hashtag et éviter d'écrire personne handicapée. Donc voilà, il y a plein de il y a des petites choses comme ça qui permettent d'éviter de l'utilisation d'acronymes, sachant qu'en plus les acronymes ils vont pas être comprises de tout le monde et notre objectif souvent c'est quand même d'être entendu par aussi des personnes en dehors de nos milieux professionnels. Donc voilà, il y a une chose que j'ai voulu dire à un moment, puis j'ai omis et je peux le dire là maintenant. Euh, il faut se lancer, il faut pas hésiter à faire des erreurs, à s'améliorer. Enfin, on apprend, on ne sait pas faire tout de suite, tout le temps très bien. Mener une réunion accessible, on fait toujours quelques petites erreurs et on apprend sur le tas, on apprend au fur et à mesure.
Par exemple, récemment, j'étais au Nord Nigeria et pour présenter, enfin, on a fait des workshops, des ateliers avec des personnes en situation de handicap, avec différents types de déficiences. Je me suis aperçue, par exemple, que c'était très important, enfin que c'était importante pour elle. C'était un retour qui m'a été fait de pouvoir de de dire à tous les participants de venir saluer les personnes qui étaient aveugles parce que bon, elles savaient pas quand est-ce qui rentrait quand dans la salle et qui était là. Donc du coup voilà, on a aussi au fur et à mesure des journées qui passaient, ben, appris à mieux se connaître et à mieux entendre les besoins de chacun. Donc on n'est jamais parfait. Notre post Twitter il sera jamais parfait dès le départ. Donc il faut pas hésiter quand même à essayer et puis au fur et à mesure on devient plus inclusif. Merci beaucoup. Alors, une question de, je suis désolée si je prononce mal, c'est Ragnimwide Kabore qui nous demande, qui déjà nous dit que le sujet est très pertinent et qui écrit: «Nous faisons face à des situations tous les jours dans nos activités de sensibilisation avec les personnes handicapées. Comment en même temps faire accéder les personnes handicapées visuelles et auditives à une rencontre de sensibilisation? Parce que parfois nous sommes mal à l'aise de ne pas pouvoir les faire interagir». Donc ça, je crois que ça fait suite aussi à votre dernière remarque sur ce que vous disiez lors des événements. Voilà, je vous relate. Oui, alors c'est vrai que pour quand on a comme ça des déficiences entre guillemets qui se parlent pas l'une à l'autre, on a un travail de médiation à faire qui est très important. Du coup, il faut vraiment prévoir plus de temps pour ces sensibilisations-là, parce qu'on va devoir entre guillemets traduire d'une personne à une autre. Vous voyez, dans le médium de communication qui est entendu par l'un et pas par l'autre, ou qui est comprise par l'un et pas par l'autre. Euh, et j'allais dire, c'est pas grave, et c'est même mieux, parce que vous allez vous rendre compte que du coup, sur votre message de sensibilisation, il va être répété et rabâché en utilisant un moyen différent. Pour une personne qui va être qui va être aveugle ou qui va partiellement avoir des problèmes de vision, euh, vous allez pouvoir utiliser des tons de voix différents, alors que pour une autre personne, vous allez faire de l'écriture. Enfin, vous allez reprendre votre parole avec un dessin ou avec une écriture. Mais quand vous présentez le dessin, ben, en même temps, vous pouvez le parler avec des mots simples. En enchérissant sur dans le dessin, sur la chose sur laquelle vous voulez insister. Donc, du coup, de faire ce va-et-vient entre les différents moyens de communication, comme je disais tout à l'heure, on va faire à la fois appel à du message écrit, à de l'image, et vous, en tant que facilitateur de cette séance, vous allez utiliser à la fois et la parole et l'image pour vous faire comprendre et entendre de ces personnes. Ça va vous permettre de rabâcher entre guillemets votre message et d'être vraiment sûr qu'il passe bien au sein des différentes personnes auxquelles vous vous adressez. Ça veut dire qu'il faut effectivement prévoir un peu plus de temps que si vous avez simplement qu'un auditoire avec un seul type de déficience et que du coup vous n'utilisez qu'un seul moyen de communication. Merci beaucoup. Autre question, cette fois-ci de Adiara Dao Traoré. Dans le cas, s'il y a une formation à l'endroit pour les personnes en situation de handicap, nous avons un traducteur en langue des signes, mais que faire si l'un des participants porteur de handicap auditif ne connaît pas la langue des signes? Oui, alors c'est souvent le cas hein, sur le terrain où l'acquisition de la langue des signes, elle est pas faite partout. En milieu rural, c'est beaucoup plus rare. Et puis, ça va être des langues des signes qui vont être très localisées. Ça va pas forcément être le même langage, la même manière de signer entre différents endroits dans le même pays ou bien dans des sous-régions. Et dans ce cas-là,
la réponse, elle n'est pas dans le signe, elle est dans l'écrit, elle va être dans le sous-titrage, elle va être dans l'image, elle va être dans d'autres manières de pouvoir enfin de pouvoir faire passer l'information et pas forcément sur le signage. Donc on a tout de suite tendance avec des personnes ayant des déficiences auditives à penser langage des signes, mais c'est pas forcément le vecteur le premier des vecteurs sur le terrain qu'elle utilisait. Et vraiment, je vous encourage je trouve qu'on ne le fait pas assez sur le terrain, à utiliser des images et des illustrations. Je crois que nous avons à nouveau un problème de son, décidément. Je vais voir avec Anne-Sophie, mais donc si j'ai bien compris l'idée qu'elle exprimait, c'est qu'effectivement, Oui. il faut... Ah, ça y est, Anne-Sophie est de retour. Ah là là, qu'est-ce que c'est pénible. Je vous prie de m'excuser, c'est vraiment pas de chance avec ce téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça passe en muet à un certain moment. Donc je disais, l'importance qui est là, c'est de pouvoir utiliser encore une fois plus de l'image ou de l'illustration, et faites appel localement à des illustrateurs. Ça vous permet de contextualiser le message avec des dessins de chez vous, entre guillemets, avec voilà l'habillage, l'environnement qui va être du coup très localisé, et qui va parler aux gens. Et votre message de sensibilisation, il passera beaucoup mieux. Et ça, le vecteur de l'image, du dessin, bah, ça va vous permettre de répondre à une multiplicité de déficiences. On va pouvoir toucher des personnes en déficience auditive, des personnes avec des problèmes de compréhension ou des troubles de compréhension, des troubles, des déficiences intellectuelles, des personnes à l'alphabet. Donc vraiment, voilà, ça permet de pas simplement répondre à un type de déficience, mais à plusieurs. Et je trouve qu'on utilise pas suffisamment sur les terrains le vecteur de l'image et le vecteur voilà de l'écriture simplifiée par l'image. Je vous ferai passer des outils de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est illustré pour être bien expliqué, ou bien voilà des bibliothèques d'images qui peuvent être utilisées et réutilisées à différents contextes. Il y a plusieurs organisations qui les ont développées, et il faut aller les voir. Je pense à Light for the World qui a fait de bons travaux, à Women for Refugees qui a aussi fait des bons travaux là-dessus. Donc c'est des mallettes de dessin, et elles peuvent être utilisées pour vos travaux de sensibilisation. Alors c'est parfait parce que je crois que ainsi vous avez répondu à la question suivante qui était de Diba Siwena Thérèse Adjaï qui demandait s'il existait de la documentation pour la préparation d'images pour les personnes handicapées mentales ou intellectuelles. Et je pense aussi que on peut mentionner le travail fait par Inclusion Europe sur ce qui concerne les formats easy to read, qui permet de faire des textes simples pour les personnes avec handicap intellectuel. Donc, je ne sais pas si Anne-Sophie voulait Peut-être commenter une... Oui, je... Peut-être pour vous dire, voilà, sur effectivement, tout ce qui est facile à lire, écriture facile à lire, il y a des méthodologies qui existent qu'on n'a pas pu parler aujourd'hui, mais pareil, je vous mettrai des liens en espérant de tête. Je sais plus si c'est en français ou en anglais, mais je pense qu'il y a du français. Je pense que je peux retrouver ça quelque part. Et voilà, ça vous aide à simplifier. Enfin, c'est des astuces pour simplifier votre langage, pour faire de l'écriture facile. Et c'est vraiment très chouette, encore une fois, pas simplement pour un type de déficience, mais pour une grande variété de difficultés à la compréhension. Merci. Nouvelle question, cette fois-ci de Pascal Zungrana.
Donc, voilà, il écrit: «Bonsoir, merci de cette communication. Votre inquiétude, comment faire pour arriver au changement au niveau de l'administration publique où le caractère est imposé de même que la taille de police?» Donc ça Ouais, alors, correspond, ouais. bah, là, enfin, je veux dire, c'est là où on met les droits en action. Si vous êtes dans un pays où la convention elle a été ratifiée, servez-vous des articles 9 et 21 qui vraiment posent une obligation pour l'administration de revoir ses outils et de mettre en œuvre des mesures appropriées pour promouvoir la compréhension des personnes, de tout le monde. Et donc, vous allez les voir et vous leur... c'est un combat de longue haleine. Euh, je pense à certains pays, au Sénégal, où on a vraiment utilisé la convention pour arriver à faire accéder, par exemple, à la télévision des messages de sensibilisation sur le handicap, la journée du 3 décembre, la journée internationale des droits des personnes en situation de handicap. On s'est servi de la convention pour demander à la télé publique des droits de passage gratuits ou quasi gratuits pour des messages de sensibilisation. Donc là, c'est la même chose si vos administrations n'ont pas les formats ou n'ont pas les, les, les moyens qui sont appropriés par rapport à leurs obligations de la Convention. C'est là une bataille à mener avec elles et un lobbying à mener avec elles, avec en intégrant les associations de personnes handicapées dans vos combats pour que les modifications soient faites au fur et à mesure. C'est pas, on signe pas on ratifie pas un traité juste pour ratifier une convention comme ça et pour cocher. Mais là, nous, notre travail à nous acteurs de développement, c'est vraiment de récupérer cette convention, récupérer les articles et d'aller chercher son application quotidienne bien particulière. Donc, si votre pays a signé cette convention, allez les voir avec l'article 9, article 21 sur la communication et mettez les gens devant leurs responsabilités. Et pour faire cela, vous serez plus fort, on sera plus fort tous si on le fait avec des associations de personnes handicapées. Merci. Autre question, cette fois-ci d'André Cabi. Avez-vous quelques astuces à nous proposer pour communiquer avec les enfants infirmes moteurs cérébraux, entre parenthèses IMC, tout en les faisant interagir? André souligne que les parents auraient vraiment besoin de ces outils. Ouais, et ben là on est reparti sur de la communication illustrée avec le besoin qu'il y a en fonction de votre champ d'intervention et de votre projet ou de votre domaine d'intervention, des cartes de vie à développer pour si on parle de communication quotidienne, de développer des images qui vont répondre à telle ou telle situation et qui du coup permettent d'illustrer avec l'enfant, avec le parent, la situation dans laquelle on veut faire évoluer la compréhension de la personne. Donc là encore, l'illustration pour les déficients, pour les enfants et pour la déficience intellectuelle, c'est vraiment ce qu'il y a le moyen de communication le plus simple. Merci. Une question de Rokhaya Diop. Euh, Comment faire pour faire comprendre en fait aux spécialistes en communication qu'ils doivent bien comprendre la déficience pour communiquer d'une manière inclusive? Ah, quelle bonne question. Là, c'est vrai que, enfin, notre le positionnement, je pense, qui est le plus simple entre guillemets à avoir, ça va être euh, ça va être pas forcément de passer en revue toutes les déficiences et du coup tous les facteurs qui affectent la communication et de répondre un par un. Euh, pour moi, la réponse à ce moment-là, parce qu'on est par rapport à des personnes qui sont pas forcément alertées ou qui n'ont pas la connaissance la connaissance de la compréhension du handicap, il est vraiment d'avoir une approche
inclusive, c'est-à-dire une approche pour tous. Et là, on va leur demander à nos prestataires de considérer que ce qu'ils doivent faire doit être compris et entendu par tous. Et on va pas forcément rentrer dans la discussion sur pour telle déficience, il y a telle chose ou pour telle voilà telle incapacité, on va faire il faut faire attention à telle réponse. Ça peut être très compliqué de rentrer dans un débat comme ça. Donc du coup, le plus facile, c'est vraiment de faire appel à ce qu'on appelle le design universel, hein, et du coup de mettre les prestataires et les gens dans une position de leur dire il faut que votre contenu soit comprise par tout le monde. Donc du coup, enfin réfléchissons ensemble pour voir comment on utilise une communication universelle, une communication qui va à la fois, comme on disait tout à l'heure, pouvoir être lue, illustrée, entendue, et comme ça, on pourra répondre à tous les types de déficients. C'est une question compliquée, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et nous avons une dernière question de Léonard Nkunzu-Mouari qui dit que l'article 9 et 21 de la CRDPH garantit l'accès à l'information et à la communication aux personnes handicapées. Quelle stratégie proposez-vous aux partenaires pour plaider à l'accès de ces droits? Donc, grande question également. Oui, grande question. Et du coup, elle passe vraiment sur des stratégies de sensibilisation et de lobbying. Euh, Mettre la convention en marche, c'est vraiment qu'elle soit bien comprise, qu'elle soit bien analysée par chacun des acteurs. Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc voilà, excusez-moi. Il fait froid ici en France. Je m'enrhume. Donc du coup, arriver à mettre en avant la convention, c'est déjà bien la connaître. Donc il y a tout un travail de sensibilisation qui est nécessaire auprès des acteurs impliqués. Et puis après, il y a un travail de lobbying où par le regroupement des acteurs et par leur coalition entre elles, eh ben, on va aller voir la personne qui est capable de faire le changement qu'on attend, la personne ou l'institution, et avoir un travail de conviction. Donc c'est un travail, j'allais dire, tenu, enfin je veux dire qui demande du temps et qui permettent de leur dire bon bah voilà, on n'a pas signé cette convention pour rien et vous avez des obligations. Après, encore une fois, faire travailler ces choses-là avec les personnes en situation de handicap, avec leurs associations, c'est vraiment permettre d'avoir une appropriation de la lutte, du combat qui est faite par les personnes concernées. Et donc sur la communication, il faut faire comme pour d'autres, pour l'accès aux services ou pour d'autres éléments. Il faut travailler de concert, s'appuyer sur la convention et mettre en face de leurs responsabilités les acteurs qui les ont signés, l'État qui est partie prenante. Et puis démontrer que ces changements, la plupart des changements, franchement, ils peuvent se réaliser sans investissement époustouflant. Je veux dire, permettre, travailler à ce que tous nos documents, pour ce qui concerne la communication, hein, travailler à ce que tous nos documents, toute la production de nos documents soit accessible aux personnes en situation de handicap. C'est encore une fois une formation initiale auprès des producteurs de l'information qui nécessite pas non plus d'avoir un bac plus 12. Hein. Donc il y a vraiment des méthodologies, enfin des petites choses à faire très rapidement, comme on a discuté tout à l'heure sur la production d'informations sous Word par exemple, qui vont faire que votre document il sera lisible par la plus grande partie d'entre nous. Donc, il est important de montrer aux acteurs avec lesquels on travaille que il y a un certain nombre de petits pas comme ça qui peuvent être faits
et qui apporte beaucoup de choses pour l'accès à l'information des personnes en situation de handicap. Et encore une fois, c'est pas des choses qui changent en une seule journée, c'est des combats importants et c'est souvent des consortiums et des alliances entre des acteurs des acteurs du développement, des bailleurs internationaux et des associations de personnes handicapées qui permettent à ce qu'il y ait des avancées importantes dans les pays. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions, à moins de dernière minute, mais je ne pense pas. Donc, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette 5e session sur la communication inclusive et accessible. Anne-Sophie, merci beaucoup de votre participation et de nous avoir consacré du temps aujourd'hui. Merci également à tous les participants, déjà d'avoir participé, mais aussi pour leur patience malgré les soucis techniques que nous avons eus. J'espère sincèrement que la session d'aujourd'hui vous a appris quelque chose et a clarifié les doutes que vous pouviez avoir sur ce sujet très important. Avant de nous quitter, quelques dernières informations. Le cycle de formation du webinaire ne délivre un certificat de participation qu'aux personnes qui assisteront à au moins 75% des webinaires et répondront à l'enquête de satisfaction. Les 75% de la formation correspondent en fait à 9 webinaires sur 12. Vous recevrez le sondage avec l'email de suivi à la fin de chaque session, avec la vidéo de la session et le matériel d'apprentissage. La prochaine fois, nous nous réunirons en fin janvier sur le thème légiférer pour les droits des personnes handicapées. Il s'agira d'identifier les lacunes potentielles dans les dispositions législatives relatives à la CDPH et en apprendre davantage sur le plaidoyer aux fins législatives. Donc c'est un tout autre domaine donc, mais tout aussi crucial et intéressant que celui abordé aujourd'hui. Et je vous recommande de ne pas le manquer. Pour ceux qui auraient manqué les sessions précédentes, vous pouvez toujours les retrouver sur notre site web, sur les pages Facebook, Twitter et YouTube de Bridging the Gap 2. Tous les liens se trouvent dans la chatbox sur le côté. Dans cette chatbox, vous pouvez aussi trouver le lien vers les documents sur la communication et l'accessibilité préparés par Bridging the Gap et par IDDC. Et voilà, vous recevrez plus d'informations et le lien d'inscription le plus vite possible pour le prochain webinaire. En attendant, je vous remercie. À la prochaine fois et bonne fin de journée et joyeuses fêtes de fin d'année. Merci, au revoir.